Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie d'être avec vous ce soir encore pour partager un moment de lecture. Comme vous le savez, on va continuer la lecture d'un roman d'Honoré de Balzac qui s'intitule Illusion perdue. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler que si vous avez manqué le début de la lecture, vous pouvez rattraper grâce au replay sur le site internet de la chaîne, rubrique Voyage au bout de la nuit. C'est peut-être d'ailleurs ce que vous êtes en train de faire. Et oui, maintenant, on consomme également sur internet et ça a parfois des avantages. C'est vrai que l'émission est programmée assez tard et que tout le monde n'a pas la possibilité de la suivre. Autre chose, vous pouvez également participer grâce aux réseaux sociaux avec le hashtag VBN qui s'affiche en bas de votre écran pour Voyage au bout de la nuit. Et on est présent, nous lecteurs, lectrices, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous pourrez retrouver la page officielle de l'émission et nous envoyer des petites suggestions, des propositions de lecture. Alors je vous rappelle qu'on est quand même soumis aux droits d'auteur, donc on ne peut pas complètement lire tous les bouquins qu'on voudrait malheureusement. Par contre, si vous êtes une maison d'édition et que vous avez envie de faire connaître vos jeunes auteurs, vous pouvez également nous envoyer des propositions de romans ici à Boulogne, 1 rue du Point du Jour à Boulogne-Billancourt. Voilà, chez D8. Donc, on va reprendre la lecture, comme je vous le disais, d'Illusion perdue. Alors, c'est un joli titre, mais qui n'est pas très gai quand même. Illusion perdue, c'est un roman initiatique qui nous parle des aventures de Lucien Chardon. Lucien Chardon, c'est un jeune poète qui vient d'Angoulême. Il a 20 ans, il est vraiment tout frais, il sort de l'œuf. Et il va décider de partir à Paris pour travailler, pour s'élever un peu, pour rencontrer des gens. Et ce héros n'est pas sans rappeler Balzac lui-même, qui est né à Tours, qui était lui aussi un provincial et qui s'est installé à Paris avec sa famille à l'âge de 20 ans. Et Lucien, il a un bon ami, un très bon ami qui s'appelle David Séchard. Et au moment de notre lecture, vous allez le voir, David est en train de tomber fou amoureux de la sœur de Lucien. C'est une très jolie brune aux yeux bleus qui s'appelle Ève. Et la famille de Lucien, c'est pas très gai ce qui leur est arrivé. Ils avaient un père qui était pharmacien, apothicaire donc, et il est mort et du coup la pharmacie a été, il a passé le flambeau à son petit apprenti et du coup la veuve doit en plus travailler et David Séchard, comme je vous le disais, du coup qui s'est rapproché de Lucien, va se rapprocher encore plus de Lucien parce qu'il va vouloir courtiser sa sœur. Parallèlement, Lucien, lui, c'est pas du tout les petites jeunes qui l'intéressent. Lucien, lui, il est tombé fou amoureux d'une femme, la femme qui a la meilleure réputation, en tout cas dans la bourgeoisie d'Angoulême. Et cette femme, elle a 37 ans. Et oui, ils ont beaucoup d'années d'écart, mais ça aussi, c'est assez curieux parce que cette femme, c'est donc Madame de Bargeton. Et Balzac, au même âge, a rencontré lui aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Madame de Berny, qui lui a inspiré ce personnage. Et Madame de Berny, eh bien, elle avait 15 ans de plus que lui. Et leur liaison a quand même duré 10 ans. Voilà. Alors, le roman, avant ça, je vous parlais un petit peu de Balzac, ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Balzac, pendant 18 ans, il a entretenu une relation épistolaire avec la femme de sa vie, en fait. Et le mariage a été extrêmement éphémère. Vous allez voir, c'est très curieux. Je vais vous raconter cette petite anecdote parce qu'elle est quand même savoureuse. Un matin, il y a Balzac qui se lève et là, il reçoit une lettre. Une lettre qui a été postée en 1832 d'Odessa, c'est en Europe de l'Est. Et donc du coup, elle est signée par une admiratrice, mais elle ne met pas son nom, elle signe seulement l'étrangère. Donc c'est assez joli, c'est déjà le début d'un roman. Et puis dans cette lettre, en fait, tout simplement, elle lui adresse la critique de son dernier roman. Scène voilà, donc elle parle de peau de chagrin. Et Balzac, il n'est pas du tout insensible à ça, il aime bien d'ailleurs, et il se dit, bon, je vais essayer de lui répondre. Donc, il passe un message dans une annonce, dans la Gazette de France en 1832 en disant, Monsieur de B, donc Monsieur de Balzac, a reçu la lettre qui lui a été adressée le 28 février. Il regrette d'avoir été mis dans l'impossibilité de répondre, oui, il n'avait pas son nom, et si ses vœux ne sont pas de nature à être publiés ici, il espère que son silence sera compris.
Et alors figurez-vous que la Gazette de France, elle parvient jusqu'au domaine des Hanskys en Ukraine et l'étrangère adresse alors à Balzac une seconde lettre où il accuse réception et la relation épistolaire commence à ce moment-là et elle durera 18 ans. Et je vous saute j'arrive au bout des 18 ans, je vous saute tout le passage au milieu, je vous fais le début et la fin. Du coup, à la fin, donc cette femme est veuve, il y a des choses, c'est compliqué, Balzac il a vraiment des soucis de santé et il décide à un moment qu'il n'en peut plus, qu'il a très envie de se rapprocher d'elle. Et donc il fait le voyage pour la rejoindre et ils se marient finalement tous les deux, sauf qu'au moment où ils se marient, en fait, Balzac est déjà vraiment malade. Et il va mourir quelques mois plus tard. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc même la vie de Balzac a un côté comme ça complètement fou et complètement romancé, enfin digne d'un roman. Alors, je reprends la lecture là où je me suis arrêtée. On en est à Lucien qui dîne chez lui, qui est en train de lire un livre. Et il y a sa sœur qui arrive et qui lui dit « Bah Lucien, ça va pas, écoute, je t'ai fait des fraises avec de la crème, j'ai pu cuisiner des super petits plats que t'aimes bien, et puis là tu les manges pas. Qu'est-ce qui se passe ?» Et Lucien, il est pas très bien. Et au moment où je me suis arrêtée tout à l'heure, il lui dit « Bah écoute, rien, Ève, dit-il, en la prenant par la taille, l'attirant à lui, la baisant au front et sur les cheveux, puis sur le cou, avec une effervescence surprenante. Ouais, tu te caches de moi ? Eh bien, elle-même ? Je savais bien que ce n'était pas de moi que tu embrassais, dit dans ton boudeur la pauvre sœur en rougissant. Mais nous serons tous heureux, s'écria Lucien en avalant son potage. Nous ? Répéta Ève, inspirée par le même pressentiment qui s'était emparé de David, elle ajouta. Tu vas nous aimer moins. Comment peux-tu croire cela si tu me connais ? Ève lui tendit la main pour presser la sienne. Puis elle ôta l'assiette vide, la soupière en terre brune, et avança le plat qu'elle avait fait. Au lieu de manger, Lucien relut la lettre de Madame de Bargeton, que la discrète Ève ne demanda point à voir, tant elle avait de respect pour son frère. S'il voulait la lui communiquer, elle devait attendre, et s'il ne le voulait pas, pouvait-elle l'exiger ? Alors elle attendit, voici la lettre. Mon ami, pourquoi refuserais-je à votre frère, en science, l'appui que je vous ai prêté ? À mes yeux, les talents ont des droits égaux, mais vous ignorez les préjugés des personnes qui composent ma société. Nous ne ferons pas reconnaître l'anoblissement de l'esprit à ceux qui sont l'aristocratie de l'ignorance. Si je ne suis pas assez puissante pour leur imposer monsieur David Séchard, je vous ferai volontiers le sacrifice de ces pauvres gens. Ce sera comme une hécatombe antique. Mes chers amis, vous ne voulez sans doute pas me faire accepter la compagnie d'une personne dont l'esprit ou les manières pourraient ne pas me plaire. Vos flatteries m'ont appris combien l'amitié s'aveugle facilement. M'en voudrez-vous si je mets à mon consentement une restriction ? Je veux voir votre ami, le juger, savoir par moi-même, dans l'intérêt de votre avenir, si vous ne vous abusez point. N'est-ce pas un de ces soins maternels que doit avoir pour vous, mon cher poète, Louise de Nègrepelisse ? Lucien ignorait avec quel art le oui s'emploie dans le beau monde pour arriver au non, et le non pour amener en oui. Cette lettre fut un triomphe pour lui. David irait chez Madame de Bargeton, il y brillerait de la majesté du génie. Dans l'ivresse que lui causait une victoire qui lui fait croire à la puissance de son ascendant sur les hommes, il prit une attitude si fière, tant d'espérances se reflétèrent sur son visage en y produisant un éclat radieux, que sa sœur ne put s'empêcher de lui dire qu'il était beau. Et si elle a de l'esprit, elle doit bien t'aimer, cette femme. Et alors ce soir, elle sera chagrine, car toutes les femmes vont te faire 1000 coquetteries. Tu seras bien bon en lisant ton Saint-Jacques. Je voudrais bien être souris pour me glisser là. Allez, viens. J'ai apprêté la toilette dans la chambre de notre mère. Cette chambre était celle d'une misère, mais décente. Il s'y trouvait un lit en noyer, garni de rideaux blancs, et au bas duquel s'étendait un maigre tapis vert. Puis une commode à dessus de bois ornée d'un miroir, et des chaises en noyer complétaient le mobilier sur la cheminée. La fenêtre avait des rideaux blancs. Les murs étaient tendus d'un papier gris à fleurs grises. Le carreau, mis en couleur et frotté par Ève, brillait de propreté. Au milieu de cette chambre était un guéridon
où sur un plateau rouge à rosaces dorées se voyaient 3 tasses et un sucrier en porcelaine de Limoges. Ève couchait dans un cabinet contigu qui contenait un lit étroit, une vieille bergère et une table à ouvrage près de la fenêtre. L'exiguïté de cette cabine de marin exigeait que la porte vitrée restât toujours ouverte afin d'y donner de l'air. Malgré la détresse qui se révélait dans les choses, la modestie d'une vie studieuse respirait là. Pour ceux qui connaissaient la mère de ces 2 enfants, ce spectacle offrait d'attendrissantes harmonies. Lucien mettait sa cravate quand le pas de David se fit entendre dans la petite cour. Et l'imprimeur parut aussitôt avec la démarche et les façons d'un homme pressé d'arriver. « Eh bien, David, s'écria l'ambitieux, nous triomphons. Elle-même, tu iras ?» « Non, dit l'imprimeur d'un air confus. Je viens te remercier de cette épreuve d'amitié qui m'a fait faire de sérieuses réflexions. Ma vie à moi, Lucien, est arrêtée. Je suis David Séchard, imprimeur du Roi à Angoulême, et dont le nom se lit sur tous les murs au bas des affiches. Pour les personnes de cette caste, je suis un artisan. Un négociant, si tu veux, mais un industriel établi en boutique, rue de Beaulieu, au coin de la place du Mûrier. Je n'ai encore ni la fortune d'un Keller, ni le renom d'un Desplein, 2 sortes de puissance que les nobles essaient encore de nier, mais qui, je suis d'accord avec eux en ceci, ne sont rien sans le savoir-vivre et les manières du gentilhomme. Par quoi puis-je légitimer cette subite élévation ? Je me ferai moquer de moi par les bourgeois autant que par les nobles. Toi, tu te trouves dans une situation différente. Un prote n'est engagé à rien. Tu travailles à acquérir des connaissances indispensables pour réussir. Tu peux expliquer tes occupations actuelles pour ton avenir. Et d'ailleurs, tu peux demain entreprendre autre chose, étudier le droit, la diplomatie, entrer dans l'administration. Enfin, tu n'es ni chiffré ni casé. Profite de ta virginité sociale, marche seul et mets la main sur les honneurs. Savoure joyeusement tous les plaisirs, même ceux que procure la vanité. Sois heureux, je jouirai de tes succès, tu seras un second moi-même. Oui, ma pensée me permettra de vivre de ta vie. À toi les fêtes, l'éclat du monde et les rapides ressorts de ses intrigues. À moi la vie sobre, laborieuse du commerçant et les lentes occupations de la science. Tu seras notre aristocratie, dit-il en regardant Ève. Quand tu chancelleras, tu trouveras mon bras pour te soutenir. Si tu as à te plaindre de quelque trahison, tu pourras te réfugier dans nos cœurs. Tu y trouveras un amour inaltérable. La protection, la faveur, le bon vouloir des gens divisés sur 2 têtes pourraient se lasser. Nous nuirions à 2. Marche devant, tu me remorqueras s'il le faut. Loin de t'envier, je me consacre à toi. Ce que tu viens de faire pour moi en risquant de perdre ta bienfaitrice, ta maîtresse peut-être plutôt que de m'abandonner, que de me renier cette simple chose si grande, eh bien Lucien, elle me lierait à jamais à toi si nous n'étions pas déjà comme 2 frères. N'aie ni remords ni souci de paraître prendre la plus forte part. Ce partage à Montgomery est dans mes goûts. Les femmes adoreront ta figure d'ange. N'est-ce pas, Ève ? Lucien sauta au cou de David et l'embrassa. Cette modestie coupait court à bien des doutes, à bien des difficultés. Comment n'eût-il pas redoublé de tendresse pour un homme qui arrivait à faire par amitié les mêmes réflexions qu'il venait de faire par ambition ? L'ambitieux et l'amoureux sentaient la route aplanie, le cœur du jeune homme et de l'ami s'épanouissait. Ce fut un de ces moments rares dans la vie où toutes les forces sont doucement tendues, où toutes les cordes vibrent en rendant des sons pleins, mais cette sagesse d'une belle âme excitait encore en Lucien la tendance qui porte l'homme à tout rapporter à lui. Nous disons tous, plus ou moins, comme Louis XIV, « l'État, c'est moi ». L'exclusive tendresse de sa mère et de sa sœur, le dévouement de David, l'habitude qu'il avait de se voir l'objet des efforts secrets de ces 3 êtres, lui donnaient les vices de l'enfant de famille, engendraient en lui cet égoïsme qui dévore le noble, et que Madame de Bargeton caressait en l'incitant à oublier ses obligations envers sa sœur, sa mère et David. Il n'en était rien encore, mais n'y avait-il pas à craindre qu'en entendant autour de lui le cercle de son ambition, il fût contraint de ne penser qu'à lui pour s'y maintenir. Et cette émotion passée, David fit observer à Lucien que son poème de Saint-Jean dans Patmos était peut-être trop biblique pour être lu devant un monde à qui la poésie apocalyptique devait être peu familière. Lucien, qui se produisait devant le public le plus difficile de la Charente, parut inquiet. David lui conseilla d'emporter André de Chénier et de remplacer un plaisir douteux par un plaisir certain.
Lucien lisait en perfection. Il plairait nécessairement et montrerait une modestie qui le servirait sans doute. Comme la plupart des jeunes gens, il donnait aux gens du monde leur intelligence et leur vertu. Si la jeunesse qui n'a pas encore failli est sans indulgence pour les fautes des autres, elle leur prête aussi ses magnifiques croyances. Il faut en effet avoir bien expérimenté la vie avant de reconnaître que, suivant un beau mot de Raphaël, comprendre, c'est égaler. En général, le sens nécessaire à l'intelligence de la poésie est rare en France, où l'esprit dessèche promptement la source des saintes larmes de l'extase, où personne ne peut prendre la peine de défricher le sublime, de le sonder pour en apercevoir l'infini. Lucien allait faire sa première expérience des ignorances et des froideurs mondaines. Il passa chez David pour y prendre le volume de poésie. Quand les deux amants furent seuls, David se trouva plus embarrassé qu'en aucun moment de sa vie. En proie à mille terreurs, il voulait et redoutait un éloge. Il désirait s'enfuir car la pudeur a sa coquetterie aussi. Le pauvre amant n'osait dire un mot qui aurait eu l'air de quêter un remerciement. Il trouvait toutes les paroles compromettantes et se taisait en gardant une attitude de criminel. Ève, qui devinait les tortures de cette modestie, se plut à jouir de ce silence. Mais quand David tortilla son chapeau pour s'en aller, elle sourit. « Monsieur David, lui dit-elle, vous ne passez pas la soirée chez Madame de Bargeton. Nous pouvons la passer ensemble. Il fait beau. Voulez-vous aller chez nous? Nous pourrions nous promener le long de la Charente. Nous causerons de Lucien. » David eut envie de se promener devant cette délicieuse jeune fille. Ève avait mis dans le son de sa voix des récompenses inespérées. Elle avait, par la tendresse de l'accent, résolu des difficultés de cette situation. Sa proposition était plus qu'un éloge, C'était la première faveur de l'amour. Seulement, dit-elle à un geste que fit David, laissez-moi quelques instants pour m'habiller. David, qui de sa vie n'avait su ce qu'était un air, sortit en chantronnant, ce qui surprit l'honnête Postel, et lui donna de violents soupçons sur les relations d'Ève et de l'imprimeur. Les plus petites circonstances de cette soirée agirent beaucoup sur Lucien, que son caractère portait à écouter les premières expressions. Comme tous les amants inexpérimentés, il arriva de si bonne heure que Louise n'était pas encore au salon. Monsieur de Bargeton s'y trouvait seul. Lucien avait déjà commencé son apprentissage des petites lâchetés par lesquelles l'amant d'une femme mariée achète son bonheur et qui donnent aux femmes la mesure de ce qu'elles peuvent exiger. Mais il ne s'était pas encore trouvé face à face avec monsieur de Bargeton. Ce gentilhomme était un de ces petits esprits doucement établis entre l'inoffensive nullité, qui comprend encore, et la fière stupidité, qui ne veut rien accepter ni rien rendre. Pénétré de ses devoirs envers le monde et s'efforçant de lui être agréable, il avait adopté le sourire du danseur pour unique langage. Content ou mécontent, il souriait. Il souriait à une nouvelle désastreuse aussi bien qu'à l'annonce d'un heureux événement. Ce sourire répondait à tout par les expressions que lui donnait monsieur de Bargeton. Et s'il fallait absolument une approbation directe, il renforçait son sourire par un rire complaisant en ne lâchant qu'une parole à la dernière extrémité. Un tête-à-tête lui faisait éprouver le seul embarras qui compliquait une vie végétative. Il était alors obligé de chercher quelque chose dans l'immensité de son vide intérieur. Alors la plupart du temps, il se tirait de peine en reprenant les naïves coutumes de son enfance. Il pensait tout haut, il vous initiait aux moindres détails de sa vie, il vous exprimait ses besoins, ses petites sensations qui, pour lui, ressemblaient à des idées. Il ne parlait ni de la pluie ni du beau temps. Il ne donnait pas des lieux communs de la conversation par où se sauvent les imbéciles. Il s'adressait aux plus intimes intérêts de la vie. Par complaisance pour Madame de Bargeton, j'ai mangé ce matin du veau qu'elle aime beaucoup, et mon estomac me fait bien souffrir. Je sais cela, j'y suis toujours pris. Ou bien, je vais sonner pour demander un verre d'eau sucrée. En voulez-vous un par la même occasion ? Ou bien, je monterai demain à cheval et j'irai voir mon beau-père. Ces petites phrases, qui ne supportaient pas la discussion, arrachaient un non ou un oui à l'interlocuteur, et la conversation tombait à plat. Monsieur de Bargeton implorait alors l'assistance de son visiteur en mettant à l'ouest son nez de vieux carlin poussif. Il vous regardait de ses gros yeux verrons d'une façon qui signifiait « vous dites ?» Les ennuyeux empressés de parler d'eux-mêmes, il les chérissait. Il les écoutait avec une probe et délicate attention qui le leur rendait si précieux que les bavards d'Angoulême lui accordaient une sournoise intelligence et le prétendaient mal jugé. Aussi, quand il n'avait plus d'auditeurs,
Ces gens venaient-ils achever leur récit ou leur raisonnement auprès du gentilhomme, sûr de trouver son sourire élogieux. Le salon de sa femme étant toujours plein, il s'y trouvait généralement à l'aise. Il s'occupait des plus petits détails. Il regardait qui entrait, saluait en souriant et conduisait à sa femme le nouvel arrivé. Il guettait ceux qui partaient et leur faisait la conduite en accueillant leurs adieux par un éternel sourire. Quand la soirée était animée et qu'il voyait chacun à son affaire, l'heureux muet restait planté sur ses deux hautes jambes, comme une cigogne sur ses pattes, ayant l'air d'écouter une conversation politique. Où il venait d'étudier les cartes d'un joueur, sans y rien comprendre, car il ne savait aucun jeu. Où il se promenait en humant son tabac, essoufflant sa digestion. Anaïs était le beau côté de sa vie. Elle lui donnait des jouissances infinies lorsqu'elle jouait son rôle de maîtresse de maison. Il s'étendait dans une bergère en l'admirant, car elle parlait pour lui. Puis il s'était fait un plaisir de chercher l'esprit de ses phrases. Et comme souvent, il ne les comprenait que longtemps après qu'elles étaient dites. Il se permettait des sourires qui partaient comme des boulets enterrés qui se réveillaient. Son respect pour elle allait d'ailleurs jusqu'à l'adoration. Une adoration quelconque ne suffit-elle pas au bonheur de la vie ? En personne spirituelle et généreuse, Anaïs n'avait pas abusé de ses avantages et reconnaissant chez son mari la nature facile d'un enfant, qui ne demandait pas mieux que d'être gouvernée, elle avait pris soin de lui, oui, comme on prend soin d'un manteau. Elle le tenait propre, le brossait, le serrait, le ménageait. Elle se sentait ménagée, brossée, soignée. Monsieur de Bargeton avait contracté pour sa femme une affection canine. Il est si facile de donner un bonheur qui ne coûte rien. Madame de Bargeton, ne connaissant à son mari aucun autre plaisir que celui de la bonne chère, lui faisait faire d'excellents dîners. Elle avait pitié de lui. Jamais elle ne s'en était plainte, et quelques personnes, ne comprenant pas le silence de sa fierté, prêtaient à monsieur de Bargeton des vertus cachées. Elle l'avait d'ailleurs discipliné militairement, et l'obéissance de cet homme aux volontés de sa femme était passive. Elle lui disait « Mais faites une visite à monsieur ou à madame, à une telle ». Il y allait comme un soldat à sa faction. Aussi devant elle se tenait-il au port d'armes et immobile. Il était en lui ce moment question de nommer ce muet député. Lucien ne pratiquait pas depuis assez longtemps. La maison, pour avoir soulevé le voile sous lequel se cachait ce caractère inimaginable, monsieur de Bargeton, enseveli dans sa bergère, paraissant tout voir et tout comprendre, se faisait une dignité de son silence. Il lui semblait prodigieusement imposant. Au lieu de le prendre pour une borne de granit, Lucien fit de ce gentilhomme un sphinx redoutable, par suite du penchant qui porte les hommes d'imagination à tout grandir ou à prêter une âme à toutes les formes. Et il crut nécessaire de le flatter. « J'arrive le premier, dit-il en le saluant avec un peu plus de respect que l'on a accordé à ce bonhomme. « C'est assez naturel, répondit monsieur de Bargeton. Lucien prit ce mot pour l'épigramme d'un mari jaloux. Il devint rouge et se regarda dans la glace en cherchant une contenance. « Vous habitez L'Houmeau, dit monsieur Bargeton. Les personnes qui demeurent loin arrivent toujours plus tôt que celles qui demeurent près. » « Ah, et à quoi cela tient-il ?»« Eh bien, je ne sais pas, répondit monsieur de Bargeton. »« Vous n'avez pas voulu le chercher, reprit Lucien. Un homme capable de faire l'observation peut trouver la cause. »« Ah, les causes finales, fit monsieur de Bargeton. Lucien se creusa la cervelle pour animer la conversation qui tomba là. « Madame de Bargeton s'habille sans doute, dit-il en frémissant la niaiserie de cette demande. « Oui, oui, elle s'habille, répondit naturellement le mari. Lucien leva ses yeux pour regarder les deux solives saillantes, peintes en gris, et dont les entre-deux étaient plafonnés, sans trouver une phrase de rentrée. Mais il ne vit pas alors sa terreur, sans terreur le petit lustre à vieille pendeloque de cristal, dépouillé de sa gaze et garni de bougies. Les housses de meubles avaient été ôtées, et le lampard rouge montrait ses fleurs fanées. Ces apprêts annonçaient une réunion extraordinaire. Le poète conçut des doutes sur la convenance de son costume, car il était en bottes, et moi aussi je suis en bottes, et d'ailleurs je vais les sortir pour remettre des baskets, parce que c'est l'heure déjà de terminer et de mettre un terme à cette émission. Donc on se retrouve très vite lors d'un prochain voyage jusqu'au bout de la nuit comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt, très belle soirée sur D8, ciao ciao.